pouvez l'applaudir. Pardon ? Pardon ? Et il espère après. Je vais te laisser, je ne vais pas t'introduire plus que ça. Bon courage. Ça reprend également en salle 1 avec Youn Chené sur le retour d'expérience d'un audit de sécurité côté startup. Voilà, à tout à l'heure. Merci Simon. Alors, Simon l'a déjà dit, je m'appelle Maxence et je travaille au sein du laboratoire de la sécurité des réseaux et des protocoles de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Et je vais vous parler aujourd'hui de bonnes pratiques TLS et de mesures qu'on a réalisées sur des serveurs HTTPS publics. Alors TLS ou SSL, c'est l'ancienne dénomination du temps où le protocole était spécifié par Netscape. TLS, donc, c'est un protocole qui permet de sécuriser des communications entre un client et un serveur. Et c'est typiquement ce qu'on va faire dans le cadre de HTTPS, où tout simplement on va protéger du trafic HTTP à l'aide du protocole TLS. Alors, avant de vous parler des mesures qu'on a effectuées au sein de l'ANSSI, je vais effectuer quelques rappels sur le protocole en lui-même, le protocole TLS, et sur les différents paramètres qui vont faire qu'une session va être sécurisée avec plus ou moins d'assurance. Alors, le but de la session TLS, c'est de pouvoir protéger en confidentialité et en intégrité l'échange de données applicatives entre un client et un serveur. Et ces protections-là, elles vont être assurées grâce à l'échange d'un certain nombre de messages au préalable au cours d'une phase qu'on va appeler la négociation TLS, ou le TLS Handshake. Alors, le premier des messages qui va être envoyé entre un client et le serveur, c'est le client qui va l'envoyer, ça va être à l'initiative du client. C'est un message de type client hello. Alors, je vous en ai représenté un exemple à droite à l'aide de Scapy, qui est un super outil Python pour de la manipulation de paquets réseau. Et bien, ce message va contenir un certain nombre de champs, d'attributs. Et ce qui va particulièrement nous intéresser vis-à-vis de la sécurité de l'utilisation du protocole, ça va être la version qui est contenue dans ce message, et puis aussi les suites cryptographiques, les cipher suites, qui sont contenues dans le message. Alors ici, en fait, la version qui est affichée, c'est LSV 1.2, c'est la version la plus récente actuellement spécifiée du protocole. Et eh bien, en fait, implicitement, c'est la plus haute version prise en charge par le client. Donc la version, idéalement, qu'on souhaiterait voir adoptée pour la suite des échanges. Et puis, alors les suites cryptographiques, rapidement, qu'est-ce qu'une suite cryptographique? En fait, c'est l'association d'un certain nombre de fonctions, une méthode d'échange de clés et puis des algorithmes de chiffrement qui vont déterminer une partie de la suite du déroulement de la négociation, et puis aussi eh bien, les fonctions type AES qui vont être utilisées pour la protection des échanges applicatifs. Donc, une fois que le serveur a reçu ce message client hello, il va envoyer en réponse un message de type serveur hello. Ce message va à son tour contenir une version. Et cette version ici ne sera pas forcément la plus haute version prise en charge par le serveur, mais la plus haute version communément prise en charge entre le client et le serveur. Alors, idéalement, bien sûr, on souhaiterait que ce soit la plus haute version prise en charge par le client qui a été proposée. Donc, c'est le cas idéal ici où le serveur répond avec la version TLS v1.2 qui avait été proposée par le client. Et puis, parmi les suites cryptographiques qui avaient été proposées par le client, le serveur va en sélectionner une et la signaler dans ce message serveur hello pour dire que c'est bien la suite qu'il souhaite prendre en charge pour la suite de la négociation et pour l'échange des données applicatives. Après le message serveur hello vient le message certificate qui va contenir le certificat du serveur. Alors, donc les certificats, on vous a déjà évoqué l'objet dans la présentation précédente. Le certificat X509 du serveur, en fait, ça va être une preuve qui va être fournie par le serveur que vous êtes bien en train de contacter le site associé au nom de domaine que vous voulez joindre. Donc ici, en l'occurrence, le certificat d'exemple que j'ai retenu, c'était pour le site de l'AFNIC, associé au domaine afnic.fr. Et eh bien cette preuve, en fait, elle va être validée par votre navigateur par l'intermédiaire d'une transmission de confiance. Une transmission de confiance depuis une autorité de certification qui est reconnue par le navigateur. En l'occurrence, alors ici c'est écrit en petit, je ne sais pas si vous arrivez à lire, le certificat a été vérifié par GlobalSign
donc une autorité de certification parmi d'autres. Et eh bien, concrètement, cette vérification permise par le certificat, elle s'appuie sur une signature cryptographique. Donc le certificat de la FNIC a été signé par GlobalSign. Et cette signature donc, utilise notamment une fonction de hachage, SHA-2, SHA-1, sur laquelle je vais revenir un petit peu plus tard. Et puis donc il y a ensuite un certain nombre de messages, échangés au cours de la négociation. Je ne vais pas rentrer dans le détail de chacun des champs et des attributs qui interviennent. Le fait est que la suite de la négociation permet d'authentifier le serveur, notamment en s'appuyant sur les messages certificates sur le serveur key exchange et sur le client key exchange. Et puis, ces messages permettent aussi d'établir naturellement les secrets de session qui vont être utilisés pour la protection des données applicatives à la fin, et ce qui va bien nous permettre d'assurer l'intégrité et la confidentialité de ces échanges applicatifs. Alors, vous avez vu qu'il y a déjà un certain nombre de paramètres en fait, qui interviennent dans les premiers messages de la négociation au niveau du client hello, du serveur hello, du certificate. Et en fait, TLS ayant été défini de façon modulaire, il est possible d'utiliser des paramètres qui correspondent à l'état de l'art vis-à-vis de la sécurité du protocole. Donc, par exemple, naturellement, pour ce qui est de la version du protocole, le mieux, ça va être d'utiliser la plus récente version qui a été spécifiée, à savoir TLS v1.2. Mais eh bien, malheureusement, cette modularité permet aussi encore d'utiliser des paramètres qui sont complètement obsolètes, voire catastrophiques d'un point de vue de la sécurité. Par exemple, SSL v2, qui est la première version publique du protocole, son utilisation est dramatique parce que ce protocole s'appuie notamment sur une authentification basée sur MD5. Il y a des possibilités aussi qu'un attaquant puisse interrompre une session TLS sans nécessairement que les parties communicantes aient exactement conscience de ce qui se passe. Bref, j'y reviendrai un petit peu plus tard sur SSL v2, le fait est qu'il ne faut absolument pas l'utiliser. Et donc, bon, il y a différents niveaux de sécurité associés à ces différents paramètres, version échange de clés. Je reviendrai un petit peu plus tard dans la présentation sur certains d'entre eux que nous avons étudiés pendant nos mesures HTTPS. Et eh bien, tous ces paramètres, alors vous pouvez parcourir les multiples RFC qui couvrent la chose, qui couvrent ces paramètres depuis un certain nombre d'années maintenant, ou bien vous pouvez parcourir un petit peu plus simplement le guide TLS que nous avons publié à l'agence en septembre dernier. Alors j'en ai laissé quelques exemplaires à l'entrée de la salle, vous les avez peut-être croisés, au pire vous pouvez évidemment consulter le guide TLS de l'agence sur le site de l'agence. Et donc ce guide revient sur le fonctionnement du protocole, va présenter de façon relativement synthétique le fonctionnement et l'intervention des différents paramètres que je vous ai listés précédemment. Et puis le guide contient aussi un certain nombre de recommandations relatives au niveau de sécurité que vous pouvez associer à ces différents paramètres. Et ces recommandations, donc, qui décrivent en fait ce que l'on souhaite voir, ce que l'ANSSI souhaite voir dans l'établissement d'une session TLS. Ces recommandations s'appuient bien évidemment sur une analyse de sécurité des spécifications, mais aussi sur des observations concrètes de l'écosystème HTTPS. Donc, des observations, en fait, des mesures que nous avons réalisées sur des serveurs HTTPS publics qui nous ont permis de voir concrètement comment est-ce que SSL TLS était exploité en réalité et eh bien de tirer les conséquences. On a tiré les conséquences de ces observations et ça nous a permis d'émettre des recommandations sur certains points en particulier où on a vu que ça pêchait plus qu'ailleurs. Et donc, j'en viens aux mesures HTTPS que nous avons réalisées. Alors déjà, un petit mot sur le contexte de ces mesures. Ce contexte, c'est celui de l'Observatoire de la résilience de l'Internet français. Ce projet d'observatoire, c'est un projet qui est mené au sein de l'ANSSI par plusieurs agents, en collaboration aussi avec l'AFNIC et avec plusieurs acteurs de l'Internet français. Et le but, globalement, du projet, c'est de démystifier le fonctionnement de l'Internet. Alors,
démystifier qu'est-ce qu'on entend par là. On veut en fait montrer que le fonctionnement de l'Internet s'appuie sur l'utilisation, le déploiement d'un certain nombre de protocoles, et bien qu'il est possible de rationaliser, de quantifier l'utilisation de ces protocoles, et puis d'établir différents niveaux de sécurité, en particulier vis-à-vis de TLS, sur l'utilisation et la mise en pratique de ces protocoles-là. Alors le projet a récemment fêté ses 5 ans, et nous publions donc depuis 5 ans un rapport qui revient sur nos méthodologies et qui présente aussi évidemment nos résultats et qui émet un certain nombre de recommandations, qui décrit les tendances et qui émet des recommandations. Donc, et les trois protocoles qui sont actuellement étudiés dans ce projet d'observatoire, c'est BGP donc pour les questions de routage, DNS pour le système de nom de domaine, et puis donc TLS que je vous présente ici et maintenant. Alors, donc je vous ai parlé un petit peu de ces mesures. La question c'est qu'est-ce qu'on entend vis-à-vis de l'Internet français dans le cadre de TLS. Alors, pour nous, en fait, les serveurs HTTPS que l'on va observer, je vais vous décrire un petit peu comment est-ce qu'on identifie les serveurs HTTPS que l'on souhaite observer. Alors, ce qu'on commence par faire, c'est qu'on extrait la zone FR auprès de l'AFNIC, c'est-à-dire qu'en fait, on a récupéré un certain nombre de noms de domaines qui se terminent en .fr. Ces noms de domaine, on les a préfixés avec www, on est allé voir des sites web. On s'est restreint un petit peu au niveau des noms de domaine qu'on a parcourus. Et puis, une fois qu'on a cette liste de noms de domaine, on effectue une résolution, donc on récupère un certain nombre d'IP naturellement. Ensuite, alors, ayant cette liste d'IP, ce qu'on a fait, c'est qu'on a supprimé les IP redondantes. C'est un choix de méthodologie sur lequel je reviendrai un petit peu plus tard. C'est discutable, on est d'accord. C'est un petit peu associé au modèle historique de une IP, un nom de domaine. J'en reparlerai. Et puis, on a effectué une randomisation des IP, ce qui est juste un bien grand mot pour dire qu'on n'est pas allé interroger les IP séquentiellement pour éviter d'avoir à surcharger certaines plages d'adresses IP en particulier. Alors ça, c'est à la fois dans l'intérêt des serveurs que l'on interroge, pour eh bien, ne pas éventuellement surcharger des serveurs qui ne s'attendent pas à recevoir plusieurs requêtes de notre part. Et puis aussi, c'est aussi dans notre intérêt des mesures pour ne pas être jeté pour le fait d'être venu plusieurs fois toquer à la porte de ce serveur-là avec des messages de test. Une fois qu'on a cette liste d'IP réduite, on va on va voir si le port 443 est ouvert, donc port traditionnellement associé au service HTTPS. Et puis, donc, on envoie nos différents messages client-hello. Alors, pourquoi différents messages client-hello? En fait, vous avez vu notamment que dans le serveur hello, il y avait une seule version et puis une seule suite cryptographique qui était répondue par message. Et donc, en fait, chaque négociation ne permet de vérifier que la prise en charge d'une version et une suite cryptographique. Donc, si on veut avoir un petit peu plus d'informations sur les serveurs qui sont en face, qui sont susceptibles de prendre plusieurs versions en charge et plusieurs suites en charge, il nous faut envoyer différents messages client-hello. Donc on en a une dizaine qui nous permettent d'avoir une vision relativement globale de la sécurité des serveurs. Alors quelques résultats quantitatifs sur le périmètre de ces serveurs-là, avant de passer sur le détail des différents paramètres que l'on a observés. Je vous ai représenté un petit comparatif de mesures qu'on a réalisées depuis fin 2013 jusqu'à mi-2016. Alors, on voit qu'il y a une petite progression du nombre d'IP de fin 2013 à mai 2016, de 200 000 à 250 000, sachant qu'on part à peu près de 2,5 millions, 3 millions de noms de domaine. Et bien ce qu'on voit, c'est que sur les 4 premières campagnes là, qui sont représentées, on avait une proportion relativement stable du nombre de serveurs qui présentaient un port 443 ouvert, donc proche de 15-20% grossièrement. Et proportion qui a nettement augmenté en fait sur le premier semestre 2016 et qui continue d'augmenter en fait. On n'a pas représenté les campagnes les plus récentes ici, mais on peut vous le dire. Donc en fait une nette sensibilisation à l'usage de HTTPS qu'on pense pouvoir attribuer
d'une part à l'effet Snowden, globalement, c'est-à-dire une sensibilisation générale à la question de la protection des données, de la confidentialité dans l'espace public. Et puis aussi, on pense pouvoir attribuer cette augmentation qui fait que donc, on a quasiment, enfin oui, on est à une moitié de serveurs qui proposent des services HTTPS. On pense pouvoir attribuer ça à la mise en production de Let's Encrypt, donc qui est un projet de distribution de certificats gratuits, ce qui contrevient un petit peu en fait au modèle historique et commercial qui était promu jusqu'ici par les autorités de certification. Donc les certificats Let's Encrypt, on en voit de plus en plus et c'est un beau projet qui permet cette généralisation de HTTPS. Donc eh bien, allons-y, voyons maintenant comment est-ce que les différents paramètres que je vous ai brièvement évoqués sont suivis ou non. Alors, déjà je vais vous parler un petit peu du paramètre de version et notamment de la prise en charge de SSL v2. Alors une des recommandations qu'on fait dans le guide TLS, c'est de ne pas utiliser SSL v2, de ne absolument pas l'utiliser. Donc en fait, un des problèmes associés à SSL v2, je vous ai déjà dit que établir une session avec SSL v2, c'est extrêmement dangereux entre un client et un serveur qui utiliserait ces deux versions pour des questions d'authentification très faibles, enfin de motifs d'intégrité très faibles, pour des questions d'attaque par rejeu, de clôture de session inopinée. Le problème aussi, c'est qu'il y a une vulnérabilité notamment qui s'appelle Drown, qui fait que, qui a été publiée il y a quelques mois, et cette vulnérabilité en fait dit que simplement la prise en charge de SSL v2, pas son utilisation, mais la prise en charge de SSL v2 par un serveur suffit potentiellement à compromettre des sessions qui seraient établies avec des versions supérieures du protocole. Donc, par exemple, un client très propre sur lui qui viendrait avec TLS 1.2, interroger un serveur interroger un serveur qui est prêt à établir une session TLS 1.2, mais qui prend aussi en charge SSL v2, plus précisément qui partage le même certificat entre SSL v2 et TLS 1.2. Eh bien, la suite des échanges pourrait être compromise rien que par cette prise en charge de SSL v2, même si la session est établie avec TLS 1.2. Bref, pour faire simple, ne prenez absolument pas en charge SSL v2. Et alors, qu'est-ce qu'on observe en pratique? Je vous ai représenté en fait les différents types de réponses qu'on a obtenues. Je vous ai représenté les différents types de réponses qu'on a obtenues entre de 2014 à 2016. Alors, on voit une nette décroissance de la prise en charge de SSL v2. On était à un peu plus d'un serveur sur 5 en 2014. On est maintenant en 2016 à moins d'1 sur 10. Actuellement, on est à peu près 1 sur 20. Donc, c'est clairement une bonne tendance, une bonne évolution. Après, du point de vue de l'ANSSI, nous, on s'estime quand même un petit peu insatisfait qu'il y ait encore un serveur sur 10, un serveur sur 20 qui accepte de réaliser des sessions en SSL v2, sachant, comme je vous l'ai dit, que les sessions qui sont réalisées avec cette version de protocole-là ne sont absolument pas sécurisées et peuvent porter tort aux clients qui se présentent avec des paramètres de sécurité qui correspondent à l'état de l'art. Donc voilà, bannir SSL v2, et puis en fait ça vaut aussi pour SSL v3, je ne vais pas présenter le résultat ici, mais c'est aussi valable. Alors, deuxième paramètre que je vais vous expliquer un petit peu, qui tourne autour de la méthode d'échange de clés pendant la négociation, et plus particulièrement sur la propriété de PFS. Alors la PFS, la Perfect Forward Secrecy, ou confidentialité persistante en français, c'est une propriété qui dit que, eh bien, si jamais la clé du serveur associée à son certificat était compromise, ça ne voudrait pas dire pour autant que la confidentialité des messages échangés par le passé était perdue. Donc les messages qui sont échangés par le passé sont toujours protégés. Un attaquant ne pourrait pas les déchiffrer même s'il était parvenu à casser la clé du certificat du serveur.
Donc cette propriété s'appuie sur des échanges Diffie-Hellman éphémères. Je ne rentre pas dans les détails. Et alors on a en fait deux niveaux de recommandation dans notre guide. La première, c'est de toujours réaliser des échanges de clés avec du Diffie-Hellman éphémère. Et puis la deuxième, c'est au moins de prendre en charge du Diffie-Hellman éphémère pour les clients notamment qui se présenteraient et qui seraient prêts à assurer la PFS très simplement. Mais on accepte, on tolère éventuellement les clients qui se présenteraient à nous et qui voudraient faire une méthode d'échange de clés qui se base sur du RSA statique. Alors, qu'est-ce qu'on a vu? Eh bien, on a vu que en fait, la PFS, ce n'est pas un mythe, ça a bel et bien été implémenté et ça s'est répandu au cours des dernières années. En 2014, donc on était à une moitié des serveurs. En 2016, on est à 4 sur 5 à peu près. Donc, il y a une belle progression, mais on observe quand même une certaine stagnation. Et dans les détails, en fait, on a vu un petit peu que c'était dû à des infrastructures existantes qui n'étaient pas forcément mises à jour. Parce qu'au niveau des nouvelles infrastructures, on observe souvent une prise en charge de suites et de versions récentes du protocole, mais il est plus rare en fait que les infrastructures existantes soient mises à jour et rejoignent l'état de l'art actuel. Dernier paramètre sur lequel je vais brièvement vous décrire, alors la signature cryptographique du certificat. C'est quelque chose dont on a pas mal parlé ces derniers temps, en fait, notamment parce que Google et Mozilla ont annoncé que les certificats qui étaient signés avec SHA-1 ne seraient plus acceptés au profit de certificats signés avec SHA-2. Pourquoi ça? Eh bien parce qu'il y a eu il y a eu un certain nombre d'études sur SHA-1 qui ont montré des faiblesses avec des attaques par collection. Et sans rentrer dans les détails, Google et Mozilla ont poussé à une transition de SHA-1 vers SHA-2. Et à partir de début 2017, en fait, l'ensemble des certificats qui ont été signés avec SHA-1 seront rejetés par les navigateurs Chrome et Firefox. Et donc, ce qu'on a observé en pratique, c'est que cet appel à la transition a bel et bien été suivi par les différents serveurs. Donc, on observe bien comme il faut une nette croissance de la prise en charge la présence de certificats signés à l'aide de SHA-2. On en était à 9 sur 10 au milieu de l'année 2016, tandis que SHA-1 était en nette décroissance et heureusement les certificats signés avec MD5 sont quasi disparus. Et ensuite, on a voulu regarder un petit peu plus dans le détail en fait, les certificats qui avaient été émis en 2016 et pas seulement l'ensemble des certificats qu'on a pu observer. Et ce qu'on a vu, c'est que les autorités de certification ont aussi répondu à l'appel. On a une quasi-intégralité, 99% des certificats que l'on a observés en mai 2016 et qui avaient été émis à partir de janvier 2016, une quasi-intégralité de certificats signés avec SHA-2. Donc c'est une opération qui a bien abouti. Alors, brièvement, quelques perspectives vis-à-vis de nos mesures et du guide. Alors, on souhaite en fait automatiser nos mesures, donc les réaliser plus régulièrement pour pouvoir éventuellement communiquer un petit peu plus sur nos résultats vis-à-vis du respect des bonnes pratiques dans l'écosystème HTTPS. Alors le deuxième point en fait, c'est relatif à la suppression des IP redondantes dont je vous parlais tout à l'heure, qui n'est pas forcément adapté en fait maintenant au contexte de mutualisation, quand il y a notamment plusieurs noms de domaine qui se cachent derrière une même IP. On a conscience qu'il y a un certain biais au niveau de nos mesures par rapport à ça, et on envisage de revoir un petit peu notre méthodologie pour avoir une vision plus précise, plus exacte du respect des bonnes pratiques. Et puis aussi, on envisage de regarder les certificats qui sont journalisés dans Certificate Transparency, dont en fait Florian va vous parler juste après, donc je ne vais pas plus rentrer dans les détails. Quant au guide de recommandation, alors l'ANSSI devrait publier une implémentation minimale d'un serveur qui montre en fait l'application des différentes recommandations.
Et puis, on a commencé aussi, bien évidemment, à regarder les spécifications de TLS 1.3, qui sera la prochaine version, mais qui n'est pas encore, dont les spécifications ne sont pas encore arrêtées. Mais le fait est qu'on se tient prêt pour émettre des recommandations pour l'usage de cette version. Donc, que retenir globalement? Eh bien, que les bonnes pratiques TLS sont quand même globalement bien suivies, qu'on a une belle prise en charge de TLS 1.2. Alors, je ne vous ai pas présenté les résultats relatifs à TLS 1.2, mais faites-moi confiance, c'est bel et bien pris en charge. Vis-à-vis de la PFS aussi, on a une bonne prise en charge. Les certificats avec SHA-2 se sont bien répandus. Par contre, eh bien, on a une certaine stagnation au niveau d'autres chiffres et il y a une certaine inertie, notamment au niveau de la prise en charge de SSLV2 et puis aussi SSLV3. Alors, la prise en charge de SSLV3 est supérieure à celle de SSLV2, mais en fait, c'est quelque chose qu'on voudrait tout autant voir disparaître. Donc, le mot de la fin, c'est que, eh bien, en 2016, la sensibilisation à l'usage de HTTPS est avancée, mais eh bien, les bonnes pratiques doivent être plus connues et mieux suivies. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et eh bien, je ne sais pas du tout où je me situe au niveau du temps, mais si vous avez des questions.